Ah ça, quand il y a un iPhone 10 à gagner, il y a du monde hein. Bonjour à tous, c'est Léoduff, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo, j'ai vraiment un iPhone 10 à vous faire gagner, mais avant de vous en parler, j'aimerais vous expliquer ce qu'implique le clic que vous venez de faire. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais quand vous défilez Twitter, Facebook, quand vous lisez vos mails, quand vous en envoyez un, ou encore quand vous demandez à Siri où est l'Apple Store le plus proche, vous consommez de l'électricité. Et je ne parle même pas de votre ordinateur branché à la prise de courant ou à votre téléphone que vous devez recharger absolument tous les jours. Quand vous cliquez sur l'interrupteur de votre salon, vous avez l'habitude que la lumière s'allume. Sinon, faut changer l'ampoule. C'est une chose à laquelle vous ne pensez pas à chaque fois, sinon vous êtes un vrai malade, mais cette action consomme de l'électricité. En revanche, vous n'êtes peut-être pas conscient, ou du moins pas totalement, qu'en regardant cette vidéo, vous en consommez également, car cette énergie est invisible. Pour en savoir plus, je suis allé à la rencontre de RTE, le réseau de transport d'électricité, car je pense qu'ils s'y connaissent mieux que moi. Vous l'aurez compris, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo, et c'est grâce à eux que je vais pouvoir vous offrir cet iPhone 10, on en reparle après. Bonjour Christian, on est dans les locaux d'RTE. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici, et qu'est-ce que RTE? Bonjour Léo, bienvenue à RTE. Je m'appelle Christian Artuso, donc mon travail, ma mission, c'est de mettre en valeur les données que l'on possède à RTE, c'est-à-dire les données de production, de consommation, le mix énergétique et les émissions de CO2. Alors RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. C'est les pylônes et les lignes aériennes que l'on peut voir dans le paysage du pays. Et notre mission, c'est d'assurer en temps réel l'équilibre entre la production et la consommation. Nous raccordons les gros producteurs comme les centrales nucléaires, les barrages, les fermes éoliennes au réseau de distribution pour amener l'électricité chez le particulier, chez toi, pour faire fonctionner ton ordi par exemple. Donc je suis au bon endroit. Tu es effectivement au bon endroit. Alors, je suis pas venu dans le but de dénoncer les dangers d'Internet, d'expliquer aux gens que Internet c'est mal, ça me correspond pas trop on va dire. C'est surtout pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'implique un clic, ce qu'implique le clic que les gens viennent de faire en fait en lançant cette vidéo. Ils le savent peut-être pas, mais ils consomment de l'électricité juste en venant voir cette vidéo, juste en nous écoutant parler. Effectivement, Léo, il consomme de l'électricité. En fait, dès que tu appuies sur la touche Enter de ton clavier, tu envoies ce qu'on appelle une requête qui part sur le réseau Internet où il y a des ordinateurs qu'on appelle des serveurs et qui renvoie pratiquement instantanément la réponse à ta question. Et là, au miracle, ton visage apparaît sur l'écran. Alors justement, la question c'est ça, c'est d'expliquer un petit peu aux gens, parce qu'on ne le sait pas forcément, comment fonctionne. Qu'est-ce qui fait que quand je recherche mon nom, ce que je fais souvent, je vous invite à le faire, quand je recherche mon nom sur Google, en un clic, ma photo apparaît. Comment ça fonctionne? Tu envoies une question sous forme informatique à un serveur. Il y a des pages qui sont référencées par Google. Google est un moteur de recherche qui indexe des pages, des millions de pages, des milliards de pages, et il te renvoie parmi toutes ces pages, celle qui va lui paraître la plus appropriée à ta question. D'accord, mais c'est hallucinant parce que les gens recherchent pas que mon nom, hein, malgré moi, sur Internet, donc ils doivent stocker des quantités d'informations. Oui. Où est-ce qu'on stocke ça? On les stocke dans ce qu'on appelle des serveurs qui se trouvent dans des data centers. D'accord, donc les data centers, ça ressemble à quoi à peu près? C'est des lieux, c'est peut-être des hangars avec des rayonnages, un peu comme dans un supermarché, où au lieu de boîtes de conserve qui sont alignées, ce sont des baies de disques avec des ordinateurs les uns à côté des autres qui traitent toutes ces données en temps réel. Ça doit être horrible comme endroit, c'est un endroit avec que des serveurs? Oui, que des serveurs, pour de grandes longueurs, il y en a beaucoup et ça chauffe beaucoup. Alors justement, ça doit chauffer énormément, il faut les refroidir tout ça? Oui, effectivement. Alors il y a des systèmes de réfrigération qui consomment beaucoup d'électricité. Il faut savoir qu'à peu près entre 40 et 50% de la consommation du data center, c'est lié au refroidissement. D'accord, juste le fait de refroidir tout ça, ça consomme énormément d'électricité. Ça consomme énormément d'électricité, c'est des ventilateurs, c'est des systèmes de réfrigération, fabrication de froid, air pulsé, etc. Donc ça consomme vraiment beaucoup d'électricité. Pour te donner une idée, alors on a en France à peu près 180 à 200 data centers. On estime en 2015 à 3 TWh de consommation de l'ensemble de ces data centers. 3 TWh, pour te donner une idée, c'est à peu près la consommation annuelle de la ville de Lyon. Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie pour faire fonctionner ces data centers, simplement pour répondre à des questions et faire fonctionner Internet. Donc quand je recherche quelque chose sur Google, j'ai pas l'impression que ça arrive en moins d'une seconde, mais j'envoie une requête, il va chercher l'information dans ces data centers, il cherche la donnée la plus précise et il me la renvoie. Donc c'est ça qui consomme de l'électricité? Oui, c'est ça qui consomme de l'électricité, parce qu'à chaque étape du chemin que prend ta requête, donc ta question en fait, on utilise des moyens comme par exemple un routeur, comme par exemple ta box. Déjà pour sortir de chez toi, la requête passe par la box, donc ça consomme de l'énergie. Après on va sur des appareils qui s'appellent des routeurs, qui aiguillent la question sur tel ou tel chemin qui va aller sur tel ou tel data center. D'accord, mais donc les data centers, on en parle beaucoup, c'est ça qu'on appelle le cloud? Ah, le cloud, c'est quelque chose qui est... je dirais que c'est une image en fait. Alors, je sais pas si tu connais l'origine d'Internet, mais avant Internet, il y avait ce qu'on appelait l'Ethernet. Ether, c'est l'espace, c'est l'univers, et on
on se disait que les données partaient quelque part dans l'univers. Donc je pense que l'idée du cloud, c'est un peu un retour en arrière vers l'Ethernet, puisque l'Ethernet maintenant est devenu Internet. C'est une vision un peu féerique de la chose. Oui, tout à fait. Des données qui partent comme ça, et avec une réponse qui vient d'on ne sait où. Donc c'est pas vraiment un nuage. Bah non, je suis désolé, c'est pas vraiment un nuage. Ce sont effectivement beaucoup d'appareils électroniques qui dialoguent entre eux pour apporter la bonne réponse. C'est moins sexy qu'un nuage. En parlant de nuage, du coup, ça veut dire que Internet, avec toute cette électricité, avec tout le processus que ça invoque, ça veut dire que ça pollue? J'aurais du mal à te dire non, parce que effectivement, l'Internet, comme toute activité humaine, pollue. Donc quand on produit l'électricité pour faire fonctionner Internet, on utilise différentes technologies. Il y en a qui polluent et il y en a qui polluent moins. Si c'est une turbine, ce qu'on appelle une turbine qui produit l'électricité, qui consomme du fuel, ça va polluer beaucoup. C'est-à-dire que ça va produire ce qu'on appelle du CO2. Par contre, si c'est une éolienne ou un panneau solaire, là, les émissions de CO2 ne seront localisées que lors de la fabrication de l'appareil. Globalement, ça pollue un peu quand même Internet. Mais par ailleurs, ça évite peut-être d'envoyer une lettre par la poste, ça peut-être que ça évite d'aller chercher, de se déplacer pour aller chercher quelque chose. Quelque part, c'est une pollution qui en empêche une autre. Donc je sais pas si le bilan est positif ou négatif. Je le laisse aux internautes le choix d'apporter une réponse à cette question. Alors justement, en parlant de bilan, vous avez développé une application qui s'appelle Ecodomix et qui permet qui recense en fait tout un tas d'informations, que ce soit par pays, par région, sur l'électricité qu'on consomme. Oui. Avec toutes ces informations, en fait, vous nous dites, par exemple, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop comme moi, vous dites tout simplement avec un résultat, c'est bien, c'est pas bien. Sinon, il y a un mode expert qui permet d'avoir encore plus de données. Absolument. Alors, Ecodomix, c'est une application complètement gratuite qui permet de faire comprendre aux utilisateurs comment fonctionne l'électricité, comment mieux choisir un appareil électroménager par exemple, et d'essayer de choisir grâce à la courbe de consommation que l'on peut trouver donc sur cette application, le meilleur moyen, le meilleur moment de consommer l'électricité. C'est un peu le but de notre application, bien comprendre l'électricité, c'est déjà mieux la consommer. Donc ce qui est intéressant sur l'application, c'est qu'il y a pas mal de données, pas mal de chiffres, notamment en diverses catégories. Là je vois lave-vaisselle, télévision, réfrigérateur, ça nous montre un petit peu des astuces pour mieux consommer. Et c'est en temps réel, on a des données du coup qui nous indiquent un petit peu la consommation qu'il peut y avoir en France, qu'il peut y avoir d'ailleurs là en France, vigilance, on consomme beaucoup. C'est la consommation du pays en temps réel. Il y a des messages d'avertissement. Quand on commence à beaucoup consommer par rapport à ce qui est produit, on envoie des messages. On peut d'ailleurs recevoir des notifications sur le téléphone grâce à l'application Ecodomix. Et c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte un petit peu de nos actes, de nos actions de tous les jours, de ce qu'on fait, avec des chiffres qui sont très simples, que moi-même je peux comprendre, alors que je me suis jamais vraiment intéressé au sujet. Donc tous les chiffres qu'on a vus jusqu'ici, toutes ces données qu'il y a sur l'application, c'est très bien, mais je trouve que je pense pas que ce soit suffisant pour que les gens se rendent compte exactement de leur impact sur Internet. C'est des chiffres qui sont quasiment tellement énormes qu'on se rend même plus compte en fait. C'est comme moi, j'ai 100 000 abonnés. Vous savez que j'ai 100 000 abonnés? 100 000 abonnés? 100 000 abonnés. J'ai 100 000 abonnés. Ça doit consommer beaucoup d'électricité. C'est vrai. Eh oui. Pardon. Quel jeu d'acteur ça. N'est-il pas? Il se révèle à chaque fois. Vous êtes Georges Clooney. Donc pour se rendre compte vraiment de notre impact avec toutes les actions qu'on peut mener sur Internet, et Dieu sait qu'il y en a, vous proposez une expérience complètement personnalisée pour se rendre compte un petit peu plus qu'avec des chiffres mirobolants, de se rendre compte vraiment, moi, Léo Duff, quelle empreinte énergétique, quel impact j'ai sur Internet grâce à mes réseaux sociaux. Oui. Ça s'appelle Social Electricity. Comment ça fonctionne? À partir de deux réseaux sociaux en l'occurrence, donc c'est Facebook et Twitter. Donc vraiment, ça va prendre soit sur Facebook, soit sur Twitter, toutes nos interactions pour dresser un profil. Moi, j'ai fait le test sur Social Electricity, il me dit que je suis en surchauffe. Mais c'est un peu normal, c'est ton métier. Merci, je me sens mieux. Bon bah j'espère que vous avez appris des choses, moi en tout cas j'en ai appris. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Christian. Et merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir. Au revoir. Salut. Ok, on va refaire l'expérience Social Electricity pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de prendre conscience de sa consommation, autant énergétique que sociale. Vous verrez si comme moi vous êtes totalement en surchauffe ou non. Et la deuxième, et je sais que vous l'attendez, ça va peut-être vous permettre de remporter un iPhone 10. Je dis ça comme ça. Pour ce faire, c'est très simple, on va se connecter avec soit Facebook, soit Twitter. Moi, je vais le faire avec Twitter parce que je suis pas très présent sur Facebook. Il va se baser sur l'ensemble de nos interactions, nos abonnés, nos likes, nos posts, nos partages, tout ce que tu veux, pour nous afficher une estimation, ça reste pas extrêmement précis, c'est une estimation de notre empreinte énergétique. Donc voilà, là, il me dit que je suis complètement en surchauffe, ça ne m'étonne pas, En mangeant, en dormant, tu postes comme tu respires, et oui. 1706 Wh, c'est ta consommation électrique sur Twitter, c'est énorme. Partage ton profil, tu n'es plus à 0,025 Wh près, c'est pas faux. Ok, donc là, il me propose de convertir mon activité
activité sociale, en valeur électrique. Ah d'accord, donc c'est vraiment des stats hyper précis, c'est par rapport aux tweets, aux favoris, aux abonnés, aux abonnements. Voilà, tout ça est pris en compte et tu peux les voir indépendamment, par exemple mes abonnés. Voilà, on les convertit, ça fait 561 Wh. C'est l'énergie de 3h53 de réalité virtuelle, c'est énorme. Ok, mon nombre de tweets, je tweete beaucoup, hein. 597 Wh, c'est l'énergie nécessaire pour utiliser une brosse à dents électrique pendant 16h34 minutes. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, je vous laisse faire le test, je trouve que c'est des données qui sont intéressantes. Ah d'accord, là je peux me comparer aux autres, comparer mon activité, donc en effet, on est 8% à être en surchauffe. Tu me diras, hein, si toi aussi t'es en surchauffe ou si tu es plutôt en mode veille, je pense que vous êtes pas beaucoup sur cette chaîne à être en mode veille, mais peut-être complètement allumé, vraiment branché, voilà. Il te propose de refaire l'expérience cette fois avec Facebook, ou alors de télécharger l'application Economics comme on en a parlé dans la vidéo. Voilà, c'est ce score qui va peut-être vous permettre de remporter un iPhone 10. Pour cela, il va vous falloir Twitter. J'ai pas Twitter. Et bah t'auras pas d'iPhone 10. Tu fais le même test que moi sur Social Electricity et tu prends une capture d'écran du résultat. La suite elle est très simple, tout est expliqué dans le tweet que je mets en description. Bonne chance. T'es pas encore parti? T'es quelqu'un de bien? Je voulais juste terminer la vidéo avec quelques conseils pour essayer de baisser ton impact énergétique. Même si le but de cette vidéo n'était pas de dire qu'Internet c'est mal, ça va détruire la planète. Il faut avoir conscience que la pollution numérique, même si ça n'a pas de forme, même si c'est invisible, ça existe. On va pas la stopper du jour au lendemain, c'est complètement utopique, mais on peut la réduire avec de simples gestes. De la même manière que tu as appris à éteindre la lumière ou à fermer le robinet quand tu ne t'en sers pas, tu peux prendre des automatismes numériques qui vont dans ce sens. Ce ne sont que des estimations, je n'ai pas eu de confirmation chez RTE parce qu'ils m'ont dit que c'était compliqué d'avoir de tels chiffres, mais je souhaitais quand même te parler de ce que j'ai pu trouver avec quelques recherches Google. En 2013, on estimait à 2300 le nombre de data centers sur la planète. 8000 milliards de données y ont été stockées en 2016. Si Internet était un pays, il serait classé dans le top 5 des plus gros consommateurs mondiaux d'électricité. En une heure, 10 milliards de mails sont envoyés. Ça équivaut à la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant une heure, ou encore à 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Et justement, ma première astuce concerne les mails. Je pense que beaucoup d'entre vous se demandent à quoi ça sert. Je le pensais aussi il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est une très bonne partie de mon temps. Et ouais, je suis youtubeur, les marques me contactent, tout ça. C'est beaucoup trop, ça. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez absolument tous une boîte mail et je pense qu'elle est blindée de newsletters que vous ne lisez jamais. Pour dégager tout ça, parce qu'en plus de polluer les data centers, ça consomme de l'énergie, je vous conseille d'utiliser CleanFox. CleanFox va vous demander de vous connecter avec votre adresse mail, à partir de laquelle il va analyser toutes les newsletters auxquelles vous êtes inscrit. Une fois qu'il a tout recueilli, il vous les affiche toutes une par une et vous propose de rester inscrit, de supprimer les anciens mails ou carrément de vous désinscrire. Ça permet de désencombrer les serveurs, votre boîte mail elle en a bien besoin et ça permet de ne pas consommer inutilement de l'énergie à l'avenir. Deuxièmement, je pense que la plupart d'entre vous le font, mais plutôt que d'aller sur Google, rechercher YouTube et cliquer dessus, tapez directement l'adresse du site dans la barre de recherche pour vous y rendre sans intermédiaire. L'adresse elle est pas compliquée et votre navigateur va la reconnaître. Troisième conseil, ne regardez que mes vidéos. Voilà. Le reste, c'est bien, mais c'est pas... Quatrième et dernier conseil, utilisez Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche responsable qui reverse une partie des revenus générés par les pubs à des œuvres caritatives visant à planter des arbres partout dans le monde. Tu plantes des arbres en cherchant Léo Duff. C'est magnifique. Évidemment, je vous mets toutes les ressources de cette vidéo dans la description. Je t'invite à faire tes propres recherches pour trouver d'autres bonnes pratiques et les partager dans les commentaires. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu penses de cette fameuse pollution numérique, hein, ça m'intéresse. Bonne chance pour remporter l'iPhone 10, merci à RTE de me permettre cette petite folie de fin d'année, j'espère que la vidéo vous a plu, merci à tous, c'était Léo Duff. Dis Siri, éteins la lumière.